à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs en Java intitulée Vecteur, Maps, Tableau H de package java.util. Alors en fait, le package java.util reste un package qui contient un ensemble de classes utilitaires. Alors telles que la gestion des dates, la gestion des collections ordonnées, ça on va le voir beaucoup plus en détail, la gestion des propriétés et ensuite des classes dédiées à l'internationalisation. Alors sans plus tarder, le menu. Le package java.util. Le Collection Framework, la gestion des dates et du temps, l'internationalisation, et puis la programmation guidée par les événements. Alors on va entamer le premier point, le paquet java.util. Alors comme je viens de l'expliquer, le paquet java.util reste un paquet qui contient un ensemble de classes utilitaires. Alors on va le voir tout de suite. Des types de données abstraites d'usage fréquent, c'est-à-dire des collections framework. C'est un modèle pour la programmation guidée par les événements. C'est-à-dire que si vous avez besoin de faire une programmation par des événements, c'est avec le package java.util que vous devez travailler, parce que c'est ce package qui contient les classes correspondantes à la façon dont vous voulez programmer, ainsi que les méthodes que vous voulez utiliser. Alors, les classes pour la gestion des dates et du temps, c'est-à-dire que le package java.util contient des classes pour la gestion des dates et du temps, et c'est très important. L'internationalisation. Alors là aussi, c'est aussi très important. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on a besoin de connaître les paramètres de chaque pays, si vous voulez. Alors, les paramètres en termes de date, en termes de caractères, en termes de chiffres, si vous voulez, de format de nombre, et ainsi de suite. Donc, nous avons besoin de faire tout ça. Pourquoi? Parce qu'un programme, lorsque vous le préparez, c'est pas un programme qui peut marcher en France, par exemple, ou en Italie, ou au Maroc. C'est un programme qui doit marcher sur toutes les plateformes et avec n'importe quel langage. Alors, bien sûr, avec l'internationalisation, vous avez la possibilité de pouvoir, si vous voulez, implémenter une certaine normalisation au niveau, bien sûr, de chaque pays. Et autres classes d'utilités diverses comme les propriétés. Alors, les types de données abstraites. Il y a une certaine structure de données. On a des opérations sur la structure des données. Et puis, une spécification abstraite non liée à une réalisation particulière. Ce sont les types de données abstraites, bien sûr, de la classe java.util. Alors, le Collections Framework. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le Collections Framework? Alors, collection est un objet qui représente un groupe d'objets. Alors maintenant, si vous voulez travailler et faciliter la tâche à un programmeur, pour pouvoir, bien sûr, regrouper plusieurs objets, on les regroupe, bien sûr, sur ce qu'on appelle une collection. Donc, une collection, c'est un ensemble d'objets. Alors, le fait de les regrouper en un ensemble, en une collection, facilite la tâche au programmeur dans la mesure où il va gagner en temps, il va gagner en déclaration, et on va le voir un petit peu plus loin. Alors, Collections Framework, c'est une architecture orientée objet, unifié pour présenter et manipuler des collections. Alors, comme nous venons de le citer ici même, la collection reste un objet qui représente un groupement d'objets. Et maintenant, les Collection Framework, c'est une architecture qui est orientée objet pour représenter, bien sûr, et manipuler les collections. Alors, les avantages. Premièrement, réduit un effort de programmation. C'est ce que je viens de citer par rapport tout à fait au début. Augmente les prestations. Fournit une interopérabilité entre les API, et ça c'est très important, parce que c'est une connexion, une interconnexion avec les API, et ça c'est une chose très importante lorsque vous utilisez bien sûr les collections, vous gagnez en temps et vous améliorez la méthode de communication entre les API. Réduit l'effort d'apprentissage des API.
Pourquoi? Parce que maintenant, si vous regroupez plusieurs objets au niveau d'une collection, ben effectivement, vous n'avez pas besoin de fournir beaucoup d'efforts au niveau des API. Pourquoi? Parce que vous utilisez, par exemple, une seule collection à la fois et non pas tous les objets. Donc, vous réduisez bien sûr votre formation au niveau des API. Réduit l'effort des conceptions de l'API. Encourage le réemploi du software. Pourquoi il encourage le réemploi du software? Parce que c'est un software qui va être très rapide, d'accord? Et c'est un software qui va pas demander énormément de temps pour pouvoir apprendre les API ou concevoir les API. Donc il reste très utile. Donc effectivement, il encourage le réemploi du software. Alors, Collections Framework, c'est une interface de type de données abstraite. Alors, bien sûr, elle est conçue pour des réalisations comme General Purpose, ou les réalisations, les JC, ou bien sûr pour l'utilisation des wrappers, ainsi que la réalisation à prestation élevée, et puis les réalisations partielles abstraites. Alors vous voyez maintenant si vous voulez, les utilités ou bien sûr les cas où il faut utiliser bien sûr les collection framework. Toujours est-il, c'est que en utilisant les collection framework, vous utilisez une méthode de gestion des collections qui reste bien sûr un ensemble d'objets. Et en gérant un ensemble d'objets, on économise le temps, on économise la façon de gérer, on économise aux programmeurs énormément de formation en ce qui concerne les API et ainsi de suite. Et puis, bien sûr, lorsqu'il va falloir préparer des algorithmes, là aussi, on a besoin de travailler avec les collections framework. Alors, l'interopérabilité. Alors, les diverses réalisations du concept de collection doivent bien travailler ensemble, effectivement, parce que l'interopérabilité, c'est le fait, bien sûr, de pouvoir communiquer avec certains objets. Alors maintenant, en utilisant, bien sûr, les collections et les collections frameworks, vous avez la possibilité d'avoir une très bonne interopérabilité au niveau de la communication entre, bien sûr, les objets. Alors, vous avez maintenant des méthodes définies pour décharger les collections en tableau. Et ça, c'est très important. Parce que lorsque vous allez regrouper un ensemble d'objets au niveau d'une collection, vous avez la possibilité de les décharger sous forme de tableau. Et on va voir aussi le contraire est aussi valable. C'est-à-dire que voir les tableaux aussi comme des collections. Donc on peut décharger les collections en tableau, mais comme on peut aussi visualiser les tableaux comme des collections. Et puis voir les cartes comme des collections aussi. Donc vous voyez l'avantage d'avoir une certaine interopérabilité au niveau bien sûr de cette méthode-là. Alors les interfaces cette fois-ci. Alors vous avez des interfaces bien sûr de collection. Ces interfaces de collection, ils dialoguent directement avec des interfaces set et list. Alors l'interface set bien sûr, elle dialogue directement où elle a bien sûr une interface sorte de set. Sinon, la méthode, ou si vous voulez, l'interface list, elle bascule directement vers le list iterator, qui lui-même, bien sûr, provient de iterator, de l'interface iterator. Alors aussi, la collection, elle communique directement avec du map. Et à partir du map, on sort des interfaces sorted map et comparator. Et le comparator, bien sûr, il utilise des interfaces sorted set. Vous avez ici une certaine hiérarchie de toutes les interfaces que vous pouvez utiliser dans ce sens. Les opérations optionnelles. Des méthodes dont les interfaces de base sont optionnelles. Alors vous avez une classe qui réalise l'interface peut choisir de réaliser ou non ces méthodes. Alors là c'est très important, c'est-à-dire que si vous avez une classe bien précise, qui réalise l'interface bien sûr pour ce qu'on vient de dire, pour choisir de réaliser ou non ces méthodes. Donc ils ont la possibilité de choisir la méthode ou de ne pas la choisir. C'est pour ça qu'on les a appelés d'ailleurs optionnels. Alors toujours pour les opérations optionnelles, les méthodes optionnelles non réalisées lancent une exception, c'est-à-dire unsupported operation exception.
C'est-à-dire que si par exemple une méthode optionnelle qui n'a pas été réalisée, bah, automatiquement elle va vous lancer une exception pour pouvoir savoir qu'elle n'a pas été exécutée ou réalisée. Alors, collection, c'est un groupe d'objets, comme on l'a dit tout à fait au début de la leçon. Il n'y a aucune hypothèse sur l'ordre, donc il n'y a pas d'ordre au niveau des objets, qui est le premier, qui est le deuxième. Donc une collection, c'est un ensemble d'objets. La duplication est possible, c'est-à-dire que vous pouvez dupliquer le même objet au sein d'une même collection. Et c'est très important pour pouvoir bien sûr travailler, et on va le voir beaucoup plus tard, lorsqu'on va travailler en multitâche en utilisant des processus ou bien sûr du multithreading. Le fait de travailler avec des collections est une chose très importante parce qu'on va pouvoir dupliquer un objet et bien sûr travailler d'une manière à l'aise pour ne pas bien sûr pousser l'application à aller bien sûr vers un blocage. Alors, n'est réalisé directement par aucune classe. Donc, il n'y a aucune classe qui crée, si vous voulez, cette collection. Et on va voir maintenant ce qui crée la collection. Parce que pour toutes les choses qu'on vient de voir au niveau des autres leçons, il existe bien sûr des classes pour les créer. Mais pour maintenant les collections, il n'existe aucune classe directement pour la créer. Vous avez Abstract Collection, qui est un squelette pour sa réalisation directe, ni plus ni moins, mais qui bien sûr n'est pas une classe. Alors, les collection méthodes ou méthodes de collection. Vous avez contains, qui est une méthode qui est utilisée pour les collections. Contains all, c'est pour avoir bien sûr le contenu de ces collections-là. Alors, contenu pour choisir par exemple un objet déterminé. Contains all, c'est pour choisir tous les objets si vous voulez. Equals, c'est pour bien sûr faire des comparaisons. Clear, size, is empty, hashcode, tout ça, ce sont des méthodes qui vous permettent de travailler en utilisant bien sûr les collections. Itérator, et on expliquera un petit peu plus tard ce que c'est que le fait d'utiliser bien sûr une itération itérator. To array, pour pouvoir bien sûr faire basculer une collection vers un tableau. Added all, remove all, retain all, optionals et ainsi de suite. Là, ce sont bien sûr des méthodes aussi qui vont vous permettre de pouvoir travailler avec les objets contenus au niveau des collections. Alors le 7, cette fois-ci, il représente le concept mathématique d'ensemble. Donc un ensemble, il est bien sûr visible avec la commande ou si vous voulez l'argument 7. Les éléments dupliqués sont impossibles. On ne peut pas dupliquer des éléments du set. La signification de ADD et equals est légèrement différente. Pourquoi? Parce que généralement lorsqu'on utilise les added et equals au niveau d'un objet unique, n'est pas la même chose ou n'a pas la même signification si on l'utilise pour un ensemble d'objets, bien sûr, qui reste une collection. Liste, une séquence d'éléments. Alors, effectivement, vous avez la possibilité de créer une séquence d'éléments, c'est-à-dire des éléments qui se suivent au niveau d'une liste. Alors maintenant, vous pouvez bien sûr pouvoir les arranger ou si vous voulez, les organiser par un ordre bien précis. Alors pour le faire, vous avez la possibilité d'avoir une liste ordonnée par nature. C'est comme un critère, choisir un critère, et puis bien sûr les arranger par ordre croissant, alphabétique, et ainsi de suite. Les itérateurs spécifiques. Liste itérator. Alors toujours concernant les listes, donne une signification particulière aux méthodes add, equals, remove et itérator. Pourquoi? Parce que added cette fois-ci appliqué à une liste, c'est pour pouvoir ajouter un élément à une liste bien précise. Equals, effectivement, c'est pour faire un élément de comparaison. Remove, c'est pour pouvoir supprimer. Et itérateur, on va le voir un petit peu plus loin. Alors, toujours les listes méthodes. Toutes les méthodes de collection, plus les index of et les last index of. C'est la liste, les méthodes qu'on utilise au niveau de la liste. Ce sont toutes les méthodes de collection. Ils sont applicables pour les listes aussi, ainsi que l'index of et last index of. Alors là, ça vous permet d'avoir, bien sûr, la position des pointeurs, si vous voulez, et bien sûr la dernière position d'un pointeur.
list iterator, et list iterator avec une variable int i qui va nous faire revenir, bien sûr, un chiffre bien précis. Alors, au niveau des listes toujours, add int i object o, c'est-à-dire que nous voulons ajouter, donc added, ici c'est i qui va contenir le nombre si vous voulez, et là bien sûr les objets bien précis que vous voulez ajouter à la liste. Set int i object o dans le même sens. Sublist int from, donc effectivement, donc à partir de quel endroit donc vous allez choisir votre liste. Int to, donc vers quelle, bien sûr, autre liste. Alors le mappage, si vous voulez, associe des clés à des valeurs. Pour chaque valeur, on associe une clé bien précise. Les clés dupliquées ne sont pas admises. On ne peut pas avoir une double clé au niveau, bien sûr, de votre programme ou au niveau, bien sûr, de la collection elle-même. Alors, map.entry, c'est une interface d'une association clé-valeur. Donc, un ensemble, si vous voulez, de clés-valeurs, c'est ce qu'on appelle le map.entry. Alors, le map fournit 3 visions comme collection. Un ensemble de clés, une collection de valeurs, et enfin l'association des deux, un ensemble d'associations, c'est-à-dire un ensemble de clés plus valeurs. Alors les méthodes qu'on doit utiliser maintenant avec le map, vous avez les contains key et les contains value, donc les clés, donc le contenu des clés si vous voulez, et bien sûr les contenus des valeurs. GetClé, donc c'est pour pouvoir bien sûr implémenter la méthode getClé. RemoveClé, c'est pour pouvoir supprimer. PutClé-valeur, c'est une affectation d'une clé à une valeur ou vice-versa. PutAll, c'est pour l'affectation bien sûr à tous les objets que vous avez ou toutes les valeurs que vous avez. Clear equals hashcode is empty size, là aussi ce sont des méthodes qui allaient vous permettre de vous renseigner sur quelques informations au niveau des méthodes de map. Keyset, values and entry set, là aussi c'est pour avoir des informations exactes sur les clés que vous avez et que vous allez associer à certaines valeurs. Les itérateurs cette fois-ci. Ce sont des objets employés pour accéder aux éléments d'une collection séparément. C'est-à-dire que si vous voulez bien sûr accéder à deux objets séparément, vous utilisez ce qu'on appelle des itérateurs. Ils supportent au moins les 3 méthodes. Une méthode booléenne, le hasNext, object next, donc orienté objet aussi, et remove void, c'est-à-dire que le hasNext pour passer par exemple d'une valeur à une autre si vous voulez, ou d'un objet à un autre, au niveau bien sûr des collections. Next là aussi, donc c'est pour bien sûr basculer entre les objets. Et remove, c'est pour pouvoir supprimer, donc là vous avez une méthode qui est optionnelle. Alors maintenant les éléments de comparaison, les comparators. Une fonction de comparaison. Elle impose un ordre total à une collection d'objets. Elle supporte les 2 méthodes. Vous avez une méthode compare, qui bien sûr donne une valeur integer, entre le premier objet 1 et le deuxième objet 2. Donc on fait une certaine comparaison entre les 2 objets. Alors, equals, bien sûr, pour pouvoir faire des comparaisons, et là c'est booléen, si c'est équivalent, donc c'est true, si ce n'est pas équivalent, c'est false. Alors maintenant, les réalisations générales purpose. C'est-à-dire que vous avez bien sûr les sets, qu'on vient de voir, vous avez les maps, qu'on vient de voir, et les listes. Alors pour les sets, bien sûr, vous avez des méthodes hashset and 3set. Pour les listes, vous avez ArrayList, c'est pour les tableaux, et LinkedList. Pour le map, vous avez le hashMap et vous avez le 3map. Alors, le hashset et le hashMap, ils sont basés sur un tableau de hash, c'est-à-dire un tableau de coupure si vous voulez.
Tandis que le TreeSet et le TreeMap, ils sont basés sur des arbres rouges et noirs. Et c'est très important. Le mot tree veut dire arbre. ArrayList, c'est un vecteur qui est redimensionnable. C'est-à-dire que c'est un vecteur qui peut changer, ou la matrice peut changer. Linked List, c'est une liste doublement reliée, utile pour le code. Alors, pour les programmeurs, c'est très utile de pouvoir utiliser les linked lists pour pouvoir restituer les valeurs doublement. Alors, les réalisations partielles cette fois-ci. Vous avez l'Abstract Collection. Vous avez les Abstract Set. Abstract List aussi. Abstract Sequential List. Si vous voulez avoir, bien sûr, vous voulez implémenter une liste séquentielle de valeurs. Donc, il faut utiliser, bien sûr, les méthodes Abstract Sequential List. Et puis, Abstract Map pour, bien sûr, avoir des réalisations partielles d'un certain mappage. Alors, les algorithmes, il y a une classe Collections ne contient que des méthodes statiques qui opèrent sur des collections. C'est-à-dire que vous avez une classe Collection. Alors, la classe Collection, effectivement, elle ne détient, son contenu, il n'y a que des méthodes statiques qui opèrent sur des collections, pas sur autre chose. Alors, vous avez la méthode sort, par exemple, pour les listes. Vous avez la méthode binary search, c'est-à-dire avoir une liste à partir de certains objets. Reverse list. Max collection and min collection pour avoir, bien sûr, la position maximale d'un objet au niveau de la collection et, bien sûr, la position minimale. Et ainsi de suite. La gestion des dates et du temps. Alors, date et calendrier. Alors, on prend un exemple, par exemple, les dates. Au niveau, bien sûr, du standard du 1er janvier 1970, donc c'est un exemple qu'on a écrit ici. Vous avez les calendriers ainsi que le Gregorian Calendar, version structurée de date. Alors là, ce sont des normes qui ont été imposées pour pouvoir normaliser la saisie des dates et bien sûr des informations spécifiques à des pays bien précis. Date format and simple date format nous donne la possibilité, ce sont bien sûr des méthodes qui nous donnent la possibilité de choisir le format d'une date donnée. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir plusieurs formats de date. Alors avec Java, vous avez la possibilité de choisir un format de date bien précis pour pouvoir l'exploiter au niveau de votre programme. Time zone, simple time zone. Là aussi, vous avez la possibilité d'utiliser le time zone avec ici, est-ce que c'est le simple time zone ou c'est un autre format du format horaire. L'internationalisation. Alors là, c'est un point très important. Pourquoi? Parce que au niveau de Java, il nous donne la possibilité de pouvoir dialoguer avec plusieurs pays, dans la mesure où nous avons, si vous voulez, les standards de presque tous les pays qui peuvent être applicables. Et à ce moment-là, au niveau, et on va le voir au niveau de la leçon prochaine, comment pouvoir implémenter, si vous voulez, toutes les informations concernant un pays bien précis. Lorsque je parle d'informations, c'est le format des nombres, par exemple, ou des chiffres, le format des dates, la structure des données, et ainsi de suite. Alors, local représente un ensemble de coutumes locales d'une région géographique, politique ou culturelle. Et c'est très important. Alors vous allez voir que avec Java, il vous donne la possibilité chaque fois, dans certaines méthodes, de pouvoir utiliser le mot local. Alors le mot local suivi de 2 points, puis le nom du pays, automatiquement vous allez avoir les fonctionnalités de ce pays-là en termes de format, en termes de format de caractère ou format de date, et ainsi de suite. Spécification. P.exe, comment visualiser les nombres, les montants d'argent et les dates par exemple. Et c'est très important. Donc vous avez ici bien sûr lorsque vous utilisez le local, par exemple comment visualiser les nombres et les montants d'argent et les dates. Si par exemple vous choisissez local 2 points est égal à French, automatiquement vous allez utiliser toutes les variables sous le format français. Maintenant si vous utilisez local 2 points US par exemple, c'est le format américain que vous allez utiliser et ainsi de suite.
Alors, toujours interagit avec les ressources bundle, format et ses sous-classes, et collateur, ainsi que scf.java.text. Donc ce sont des sous-éléments, bien sûr, du java.text. C'est bien sûr les exemples que vous allez voir au niveau du chapitre prochain. Alors les ressources bundle, ils contiennent des objets différenciés pour local, c'est-à-dire que des objets qui sont spécifiques à chaque pays bien précis. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites appel à la fonction, si vous voulez, locale, suivie du pays, automatiquement, il faut que ces informations, qu'on puisse les retrouver quelque part. Où est-ce qu'on va les retrouver? On va les retrouver au niveau du ressource bundle. Sert à écrire des programmes faciles à localiser, c'est-à-dire à traduire. Exemple par getString day est égal jour, par exemple, pour la traduction du day en jour. Day, c'est en anglais, jour, c'est en français. Alors, la programmation guidée par les événements. On va voir l'observer. Alors, l'observer, c'est un objet qui veut être informé des modifications à un autre objet de la classe observer. Si, par exemple, vous voulez avoir des informations sur un autre objet, d'accord? Alors, un autre objet de la classe observer. Alors, automatiquement, vous avez des méthodes qui vous permettent d'avoir des informations et qui vous informent sur les transformations, les mises à jour, les modifications qui ont été faites sur un objet donné. Supporte au moins la méthode void updates observer, arg pour argument. Alors, toujours au niveau de observer, la classe des objets qui contiennent des données dont on veut contrôler les modifications. Alors, effectivement, observer, c'est une classe qui contient des objets qu'on peut suivre. C'est-à-dire que si vous avez besoin de suivre des objets bien précis, automatiquement, ces objets doivent appartenir à la classe observer pour pouvoir les suivre et connaître toutes les mises à jour, les mises à niveau, ainsi que les modifications portées à ces objets-là. Peut avoir un ou plusieurs observateurs. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs personnes qui se chargent effectivement de voir le contenu ou les modifications des objets-là. Notify observers, c'est-à-dire que chaque fois que vous avez une modification qui a été faite au niveau d'un objet, automatiquement on fait appel à la commande, si vous voulez, ou à la méthode notify observers, qui va nous notifier qu'il y a eu une modification ou une mise à niveau au niveau d'un objet donné. Notify observers aussi, mais ici avec un argument. Donc c'est la même méthode, mais ici avec un retour d'argument. Alors maintenant, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien NetNetU.